Voilà, je vais commencer là, cette fois-ci, sur les machines thermiques. Comme ce que je viens de vous dire, on va faire quelques rappels des notions que vous savez déjà. Donc là, donc voilà, sur l'introduction, on va rappeler quand même qu'est-ce qu'une machine thermique. Donc une machine thermique, c'est un ensemble destiné à faire en sorte qu'un fluide échange de la chaleur et du travail avec le milieu extérieur. Donc rien de nouveau. La deuxième des choses, donc qu'est-ce qu'un cycle thermodynamique? Donc un cycle, donc pour les machines thermiques, il fonctionne selon un cycle. Donc là, une machine thermique doit pouvoir fonctionner pendant une durée indéfinie. Donc ce n'est possible que si le système thermodynamique utilisé effectue des cycles, c'est-à-dire l'état initial, le point de départ, c'est le point d'arrivée pour la machine thermique. Une machine thermique peut être ouverte, donc échange de la matière avec son environnement. La moteur des automobiles, dans le cas contraire, elle est dite à cycle fermé, par exemple pour les centrales thermiques, les centrales nucléaires, les machines à vapeur. Donc là, pour une machine thermique motrice, c'est-à-dire le cycle, cette machine thermique va fournir un travail à l'extérieur. Donc, c'est le cas d'exemple des machines à vapeur, des centrales de production d'électricité, etc. Ces mêmes machines thermiques peuvent être réceptrices, c'est-à-dire ils doivent recevoir du travail c'est-à-dire pour qu'on ait machine réceptrice. Exemple d'un compresseur, d'une machine frigorifique, d'une pompe à chaleur, ou bien d'un climatiseur, etc. Pour les machines monothermes, c'est-à-dire les machines thermiques ne sont en contact qu'avec une seule source de chaleur. Donc là, pour une machine thermique monotherme, donc on l'avait déjà montré précédemment, qu'elle ne peut être que réceptrice et pas motrice. Exemple, compresseur, radiateur électrique, etc. Pour qu'on ait machine thermique motrice, il faut qu'elle soit ditherme plus, c'est-à-dire elle échange de l'énergie avec de la chaleur avec plusieurs sources de chaleur. Donc, pour qu'une machine thermique soit ditherme, il faut qu'elle soit en contact avec deux sources de chaleur à température différente. Donc, voilà sur le rappel. On va passer à rappeler qu'est-ce qu'une machine thermique ditherme motrice. Donc là, la source chaude ou chaudière va fournir au moteur une énergie, la quantité de chaleur. Donc voilà le schéma. Donc voilà qu'est-ce qu'on a. On a un moteur, donc qui est en contact avec une source chaude, une source froide, et va fournir un travail au milieu extérieur. Donc pour la source chaude, donc là, ça peut être des gaz brûlés. Donc là, c'est une chaleur qui est due à la suite à des gaz brûlés, la combustion, fuel, etc. Donc pour la source froide, il se peut qu'il soit le milieu ambiant, ou bien l'eau circulant en circuit fermé d'une centrale, par exemple, là, un circuit fermé lors de l'étude des centrales nucléaires, par exemple. Là, pour la machine thermique motrice, donc elle reçoit une quantité de chaleur de la source chaude, on fournit une partie à la source froide, bien sûr, la fournit, travail au milieu extérieur. Donc le travail là, c'est en valeur algébrique. Tout ce qui est fourni, c'est négatif. Donc pour le travail de cette machine thermique, donc il sera compté, si on calcule le travail cycle, il sera compté négativement. Pour le rendement d'une machine thermique, c'est ce qu'on dépense, c'est-à-dire c'est ce qu'on fait avec cette machine thermique. Qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire on fournit un travail à l'extérieur sur ce qu'on a dépensé. Donc les dépenses, c'est la quantité de chaleur reçue par la machine thermique de la source chaude. Sur le numérateur, on a le travail que la machine thermique a fourni à l'extérieur. Donc là, sur ces diapos-là, je vais vous donner l'architecture générale de ces machines thermiques. Donc voilà, c'est un plus. Voilà, on a là les machines thermiques à cycle fermé. Donc, ils utilisent la plupart des temps. Donc, c'est pour ça qu'on a vu le chapitre sur les changements d'état. Donc, la plupart des temps, ces machines thermiques utilisent un fluide diphasique. Donc, on a un transfert, c'est-à-dire un transfert d'énergie entre les différents organes de la machine thermique. Donc, qu'est-ce qu'on a là? On a un bouilleur, la chaudière,
la réservoir, là c'est pour chauffer. Donc là, on influe. Donc là, au cours de la transformation 1-2, donc le fluide contenu à l'intérieur de ce réservoir-là va recevoir une quantité de chaleur transférée de la source chaude dans le bouillard, appelé aussi générateur de vapeur. Donc le fluide mis en contact là aussi avec la source froide, donc là, lors de la condensation, le fluide circulant entre les différents organes de la machine thermique va céder une quantité de chaleur à la source froide. Donc là, les différents organes d'une machine thermique motrice, donc là, généralement, donc on a une chaudière, une turbine, un condenseur, une pompe. Donc le fluide va circuler entre les différents organes de ça et va produire un travail vers l'extérieur. Donc là, pour la machine thermique que je viens de présenter, on l'appelle une machine à combustion externe, car la combustion est faite à l'extérieur du fluide. Pour les moteurs utilisés dans les automobiles modernes, donc ce sont des machines thermiques à combustion interne. C'est-à-dire, voilà, donc on a réception de la matière et après la combustion. C'est clair? Donc on va rappeler comme... Madame, Oui? madame, s'il vous plaît, vous pouvez ralentir un peu, vous allez un peu trop vite. D'accord. Donc voilà, ce que j'ai présenté là, c'est le schéma ou l'architecture géométrique d'une source de chaleur. Donc là, j'ai présenté les différents organes d'une machine thermique motrice simple. Donc on peut avoir au lieu de cette turbine là, donc on peut avoir un cylindre piston. Donc c'est la même chose. Donc on a dans le bouilleur ou la chaudière, le fluide reçoit une quantité de chaleur de la source chaude. La source chaude peut être un combustible externe. Donc là, le fluide là, va s'évaporer, va passer dans la turbine. Donc là, la turbine, on a la turbine, c'est quoi? Donc la turbine, c'est un dispositif qui est constitué d'une roue mobile. Donc cette roue mobile sur laquelle sont fixés sur laquelle sont plusieurs roues. Donc là, un arbre sur lequel sont calées plusieurs roues. Donc là, le fluide va passer là, il va se détendre. Donc il va faire tourner, ça va dire des roues là, des palettes. Donc il va produire un travail vers l'extérieur. Donc là, le fluide va se détendre, il va se condenser dans ce condenseur, en échangeant bien sûr une chaleur avec l'extérieur. Donc il va être aspiré par une pompe et refoulé vers le chaudière. Là, le travail qui est travail fourni par cette turbine, il va être fourni de l'extérieur, comme il va aussi actionner les parties mobiles de cette pompe, donc pour pouvoir aspirer et refouler. Donc là, le premier principe de la thermodynamique, je vous ai parlé de l'étude de chaque organe de la machine thermique. Donc, on avait parlé d'un travail technique. Donc là, ce schéma-là, on voit bien qu'on a deux organes ou les deux parties de la machine thermique à laquelle on a échange d'un travail technique. Donc là, on a des parties mobiles de cette roue. La pompe, ça joue aussi le rôle, c'est-à-dire la pompe, on a une compression, le fluide sera aspiré, donc on a un travail technique là, un travail d'accord? Donc pour le cycle de Carnot, donc les caractéristiques de ce cycle de Carnot, donc ce qu'on a dit précédemment, c'est le cycle de référence. Ces caractéristiques, c'est qu'elle est formée par deux isothermes, deux adiabatiques. Donc là, la détente, donc on a une détente. Donc là, c'est une détente adiabatique. Donc voilà, une détente adiabatique
compression adiabatique, ou là, une détente isotherme, donc elle est formée par deux isothermes et deux adiabatiques. Donc, on va faire l'analogie avec le schéma qu'on avait présenté tout à l'heure. Donc, pour le cycle de Carnot, on avait dit que c'est un cycle qui fonctionne par une seule phase mono, c'est-à-dire un cycle, le fluide qui circule entre les différents organes de cette machine théorique était proposé au début comme l'air. C'est l'air qui circulait entre. Donc, l'inconvénient de ce cycle de Carnot, c'est qu'on a la difficulté de la réalisation pratique des isothermes. On a l'air qui circule entre l'état C, par exemple, et l'état D. Donc, on a une dette, c'est-à-dire notre système thermodynamique, notre fluide caloporteur va recevoir une quantité de chaleur, mais sans que sa température change. On a dit lorsqu'un système thermodynamique reçoit de la chaleur, donc cette chaleur soit va servir à modifier sa température, soit à changer d'état. Donc là, c'est l'impossibilité de réaliser la transformation isotherme là, puisqu'on a une transformation isotherme et les fluides circulants là, c'est des fluides dans un état monophasique. Donc la deuxième, c'est-à-dire la faible puissance. Donc la puissance fournie par cette machine thermique est très, très faible. Donc travail par unité de temps, c'est donc là, la machine thermique, c'est un cycle de référence. C'est un cycle à rendement maximal à ma puissance thermique minimale. Donc voilà cette machine thermique. Voilà, donc là, c'est-à-dire la détente adiabatique, c'est donc la transformation D A, c'est 2, 3. La transformation AB, la transformation CD. La transformation CD, c'est pour la transformation AB, compression isotherme dans l'évaporateur, et la transformation CD, détente isotherme, diminution de la température, échange thermique avec l'extérieur. Donc là, dans la turbine et dans la pompe, on a des compressions qui sont adiabatiques dans la turbine. Dans l'évaporateur, donc là, dans la turbine, donc on a une détente adiabatique, aussi bien dans la pompe, on a une compression adiabatique. Donc voilà, turbine, pompe, évaporateur et condenseur. Donc la solution proposée pour résoudre ce problème de faible puissance et de l'usage, donc on va utiliser un système biphasique. Donc voilà. Donc l'amélioration, donc il y a une petite amélioration apportée. Donc là, c'est l'amélioration apportée au cycle de Carnot. Si voilà, on utilise un fluide diphasique entre les différents organes de cette machine thermique. Donc c'est-à-dire il sera inclus à l'intérieur de la courbe de saturation. Voilà, représentation du cycle de Carnot sur le diagramme de Clapeyron. On va le représenter sur le diagramme entre température en fonction de l'entropie. Donc, on a deux isentropiques, transformation 1,4 et la transformation 2,3 sont deux isentropiques, et deux transformations. Donc là, la représentation du cycle de Carnot sur le diagramme entropique. La petite amélioration. Donc, dans le cycle de Carnot, c'est un... Oui. Vous arrivez quand même à m'entendre? Oui. Oui, madame, on vous entend. Donc, pour les diapos, donc ce que je voulais dire par ça, précédemment, pour le cours, donc je prends en considération le fait qu'il y a plusieurs étudiants qui ont déjà vu le fonctionnement de ces machines thermiques. Donc, je donne là, c'est comme
pour moi, ce sont des choses, donc un plus. Donc là, si vous voulez que... Donc, je vais donner un petit... Donc, de quoi est-ce que j'ai parlé depuis le début? Donc, j'ai donné la définition de ce qu'une machine thermique. J'ai rappelé la différence entre une machine thermique monotherme, ditherme, réceptrice. D'accord? C'est ça? Donc, on veut rappeler le cycle de Carnot, qui représente le cycle de référence pour les machines thermiques. Donc, le cycle de Carnot, c'est un cycle théorique, donc il n'est pas réalisable, ce qu'on ne peut pas trouver dans la pratique. Pourquoi? Parce qu'il y a l'impossibilité de réaliser les transformations isothermes. Donc, le cycle de Carnot fonctionne avec un fluide monophasique, c'est-à-dire entre les différents organes de la machine thermique, donc souhaitons la fabriquer. Donc, c'est un fluide qui est l'air, c'est-à-dire l'air considéré comme un gaz parfait qui circule entre les différents organes. Donc, pour remédier à ça, donc on s'est dit, voilà, il vaut mieux utiliser un fluide diphasique pour résoudre le fait que lors de les transformations, la transformation isotherme, donc là, on peut, c'est-à-dire fournir de la chaleur. Donc, lors de la transformation, c'est-à-dire lorsqu'on a état diphasique de la matière, c'est qu'on a obligatoirement la température constante. Parce que la chaleur reçue par le système ne va pas modifier sa température, mais va changer l'état du système. D'accord? Donc, on ne peut avoir température 2 isotherme que si on utilise un fluide diphasique. Donc, dans le cycle de Carnot amélioré, donc on a dit sur la diapo d'avant que là, le fluide qui circule là, on a inclus le cycle à l'intérieur dans la courbe, sous la courbe de saturation. Donc là, c'est la courbe de saturation qu'on avait présentée précédemment. Donc là, c'est la courbe d'ébullition, là, c'est la courbe de Rosé. La sommation des deux, c'est la courbe de saturation. Donc, entre les deux, on a état diphasique du fluide. D'accord? D'accord? Donc, on va quand même voir quels sont les inconvénients d'avoir le fluide diphasique circulant entre les organes de la machine thermique. Voilà la machine thermique. Donc, là, dans le cycle de Carnot, le fluide diphasique circule, par exemple, là dans la pompe. Donc, lorsqu'on a aussi bien de l'air que du liquide qui va circuler dans la pompe, qu'est-ce qu'on a? Il va la pompe. Donc, premièrement, sa puissance sera minimale. Donc, la puissance consommée pour un débit de fluide donné sera grande, c'est-à-dire donc c'est-à-dire la puissance consommée, le travail. Pour actionner la pompe, donc il faut lui fournir un travail. Madame, le travail, oui. Et est-ce que vous pouvez revenir Oui. sur le cycle de Carnot? Voilà. Celui-là? Non, Sur le cycle. le Non. diagramme formé par celui-là? Oui, et est-ce que c'est toujours réversible, madame, cette transformation? Donc là, pour le cycle de Carnot, c'est un cycle de référence théorique, c'est pas un cycle réel. Donc les transformations là, ce sont des transformations qui sont réversibles. Donc deux adiabatiques réversibles et deux isothermes réversibles. D'accord? D'accord, madame, merci. Donc, ce que je disais, donc là, dans le cycle de Carnot, c'est un fluide diphasique qui circule dans la pompe, ce qui pose un certain nombre de problèmes techniques, puisque la puissance consommée par la pompe pour un débit de fluide donné sera élevée. Parce que le rendement de la pompe sera mauvais. Donc, donc on a un fluide diphasique qui circule entre ces organes. Donc là, c'est liquide plus vapeur. Donc, je ne sais pas si vous savez déjà que lorsqu'on a une bulle de vapeur d'air qui va circuler à l'intérieur d'une pompe, donc il a des conséquences nuisibles sur cette pompe-là.
parce que les parties mécaniques de la pompe vont subir des usures. D'accord? Même chose pour la turbine. Donc, si la turbine, on a un arbre ou des ailettes, au lieu que la vapeur circule la turbine, on a aussi bien vapeur que liquide qui va circuler à travers cette turbine-là. Donc, son rendement sera très, très mauvais. Oui. Donc là, soit on redimensionne cet évaporateur ou bien sur deux schémas, on trouve un surchauffeur, c'est-à-dire un autre réservoir, un autre évaporateur là pour surchauffer le fluide à la sortie de ce bouilleur-là, de cet évaporateur. Donc, il permet d'éviter la présence d'un fluide diphasique dans la turbine. Donc, en dimensionnant le bouilleur, ajouter un surchauffeur là, de façon à surchauffer la vapeur dans la transformation isobare de prime 2. D'accord? Donc là, on ajoute une transformation présentée par là, pour pouvoir faire passer l'état diphasique, le fluide à son état diphasique, à une vapeur sèche. Donc, il faut rajouter, donc pour la remarque, les transformations 1', 1' et 2'2 sont des isobares, mais pas des isothermes, parce que là, on est dans un état de vapeur, et 1', c'est l'état liquide. D'accord? Madame, j'ai pas compris. Vous pouvez répéter pour les isobars. Là, pour la transformation, donc là, si c'était lorsqu'on est à l'intérieur de cette courbe de saturation, c'est-à-dire pour le point 2, il y a un point entre l'état 1' ou 2', donc là, c'est une transformation, voilà l'état de cette transformation 1', 2', notre transformation est isobare, isotherme. D'accord? Pour la transformation de prime 2, c'est une transformation, donc là, c'est une transformation qui est isotherme, d'accord? Mais pas isobare. Donc, on est à l'intérieur de cet évaporateur, on fournit la chaleur, c'est isotherme et non, c'est isobare et non isotherme. Donc, on est à l'intérieur de cet évaporateur, on fournit la chaleur. Donc, au début, notre fluide était diphasique. Donc, la chaleur va servir à modifier l'état jusqu'à l'état vapeur. Donc, lorsque tout le fluide va s'évaporer, d'accord? Donc, la chaleur qui sera reçue va servir c'est-à-dire à augmenter la température. Voilà. Donc, l'état 2 dans l'état vapeur, on parle d'état vapeur sèche. Il n'y a pas, là, c'est la dernière goutte liquide. Là, c'est l'état vapeur. Donc là, lorsque je vais fournir la chaleur pour faire passer mon système de l'état de prime à l'état 2, donc là, notre transformation sera isobare et non isotherme. D'accord? Merci, madame. Madame, Oui. euh, dans le cycle du Carnot, on a fait une modification du cycle de Carnot avec le cycle de Rankine. Oui. Et on a obtenu deux transformations isobares et deux transformations adiabatiques et une transformation qui est isobare. Oui. Et aussi, on a fait ça avec le cycle de Rennes. Donc, je vais revenir pour vous montrer ce qu'on a fait le cycle de. Donc, le cycle de Hirn, voilà. On a une transformation isotherme, une transformation isentropique, c'est-à-dire adiabatique réversible, une transformation isobare, une transformation là
Quelle transformation? Isotherme, isobare. Là, c'est une transformation qui est isobare, ou là, c'est une transformation isentropique. D'accord? Madame, ici, on a fait modifier le cycle de Rankine. Là, oui, c'est-à-dire que le cycle de Rankine, l'amélioration portait que sur le redimensionnement de ce condenseur, de cet échangeur thermique. Donc, le cycle de Hirn, c'est-à-dire, elle a pris le cycle de Rankine, elle a vu, voilà, à l'entrée de la turbine, on a encore un état, le fluide à son état diphasique. Donc, le rendement énergétique de la turbine sera mauvais. Donc, pourquoi ne pas rajouter un surchauffeur là, ou là, redimensionner le bouilleur ou l'évaporateur, de telle façon qu'à l'entrée de la turbine, on aura le système à son état vapeur sèche. D'accord? D'accord. Voilà, je reviens oui. Ici, la transformation 1', 2', madame, c'est isotherme. 1', 2', ouais, c'est isotherme, isobare. Ouais. J'ai compris isotherme, mais pourquoi c'est isobare? Est-ce que vous pouvez essayer de nous expliquer? C'est là, à l'intérieur de cette courbe de saturation, notre système thermodynamique est diphasique, ou sur ce palier, donc que la transformation isotherme, donc elle est isobare. On a un changement d'état. Donc, on a transformation, sur la courbe de saturation qu'on avait, si on avait pris pression en fonction du volume, elle a la même allure. Donc là, c'est la courbe d'évolution, là, c'est la courbe de Rosy. Vous voulez que je vous rappelle la représentation sur le diagramme de Clapeyron là? Pression en fonction du volume, c'est la même. Pour la courbe de saturation, c'est la même. Ah, d'accord, merci, madame. D'accord? Donc, là, c'est la courbe de saturation. Elle a la même représentation que le diagramme de Clapeyron. Et sur le diagramme de Clapeyron, ces droites-là, voilà, vous les voyez. Donc là, c'était des isothermes. Donc, on appelait les isothermes d'Andrews. Leur forme, c'était comme ça, et descendante. Donc là, pour le diagramme de Clapeyron, on a des isobares. Donc, cette courbe-là, c'est un isobare. D'accord? D'accord. Madame, Oui, Madame, est-ce que vous pouvez revenir vers le cycle de Rankine? d'accord. J'ai pas bien compris le changement qu'on va amener à notre système. Voilà. Je reviens sur le cycle de Carnot d'abord. Voilà le cycle de Carnot. Donc, la solution proposée est débile, c'est pourquoi ne pas utiliser un fluide diphasique circulant entre les différents organes pour qu'on n'aura pas de problème des transformations isothermes. D'accord? Donc, on ne parle pas des transformations adiabatiques. Pour le cycle de Carnot, donc, elle est formée par 2 isothermes et 2 adiabatiques. D'accord? Donc, pour un fluide monophasique circulant de l'état C, évoluant de l'état C à l'état D, pour qu'elle soit, notre transformation soit isotherme et mon système reçoit de la chaleur, là, c'est pas possible. Je vais fournir de la chaleur à un système, on n'a que 2 choses. Soit ma température sera modifiée, soit mon système va changer d'état. D'accord? Donc voilà, on voit bien que lors de la transformation CD, donc transformation CD, détente dans le condenseur. D'accord? CD, c'est ce condenseur-là. C'est dans, oui, une détente isotherme dans, non, pardon. Là, la détente CD, c'est où? Dans le condenseur. Donc là, dans le condenseur. Donc le gaz va se détendre. Donc température, non. Voilà, la température T1, c'est la température en comparant les deux températures, la température T1, c'est supérieur à la température T2. Donc l'évaporateur est en contact avec la quantité de chaleur 1, reçoit quantité de chaleur 1. Donc c'est dans l'évaporateur. Donc on a une détente isotherme. C'est-à-dire, voilà, j'ai de l'air. Initialement, mon fluide, c'est monophasique. Donc, je vais chauffer l'air. Va-t-il arriver à cet air? Il va
surchauffer. Donc, si on considère le cycle de la détente isotherme, c'est dans l'évaporateur. La compression isotherme, Condenseur. dans le condenseur. Donc, il va céder. Madame, C'est ça. dans le cycle de Carnot, il va causer la détérioration de la pompe ou bien de la De la turbine. turbine, c'est ça. Ou bien, si on a un cylindre piston là, c'est la même chose. Donc, au début, ça, il ne va pas. Donc, si notre cycle Carnot est ça, donc il est couvé. Notre fluide, on est dans l'impossibilité de réaliser ces isothermes-là. Techniquement, ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'on parle du cycle de Carnot de référence théorique, c'est-à-dire irréaliste, n'est pas réalisable. D'accord? Donc là, pour pouvoir réaliser ce cycle de Carnot, on s'est dit, puisqu'on est dans l'impossibilité de réaliser ces transformations isothermes, pourquoi ne pas utiliser un fluide diphasique? Et c'est ce fluide diphasique qui va circuler entre les différents organes de la machine thermique. Voilà la suite. Donc voilà, si on fait à mettre ce cycle de Carnot, son état diphasique, circulant entre les différents organes de la machine thermique, donc avec 4, 1, 2, 3, 4, c'est les mêmes états que tout à l'heure. Voilà, elle sera plus à l'intérieur de cette courbe de saturation. À l'intérieur, on a liquide plus vapeur. À droite, c'est l'état vapeur. Là, c'est l'état liquide. Voilà. Donc là, c'est la même chose. Donc là, sur le diagramme de Kleppmann, ça, c'est une isobare. Sur le diagramme entropique, là, c'est une isotherme. Donc la transformation 1,2 est aussi bien isotherme qu'isobare. D'accord? Là, c'est une transformation diabatique réversible. C'est une transformation isentropique. Une transformation isentropique, c'est une transformation qui est adiabatique réversible. Donc là, voilà. Donc à ce stade, donc il s'est dit pourquoi ne pas améliorer, donc, puisque si on utilise ça, donc on aura une érosion de l'usure de la pompe. Donc si on redimensionne, si on fait un dimensionnement de ce condenseur, lorsque le fluide est à la sortie du condenseur, il n'y aura plus de bulles d'air, de vapeur, il n'y aura que du liquide qui va entrer. Donc, notre pompe ne sera pas usée. Donc voilà, pour qu'on ait cette amélioration, voilà l'amélioration est de la transformation 4 en 1. Donc à l'entrée, donc à 4. Donc tout à l'heure, nous avions 4 dans l'état diphasique. Donc là, on a dimensionné le condenseur de telle façon que notre état 4 se trouve sur sur cette courbe d'ébullition. D'accord? D'accord, merci, madame. Voilà. Pour le rendement du cycle de Carnot, donc le cycle de Carnot, cycle de transformation réversible, il échange, donc pour cette machine thermique, il échange une quantité de chaleur avec la source chaude, une quantité de chaleur avec la source froide, un travail avec l'extérieur, c'est égal à 0. Donc là, c'est le bilan énergétique en appliquant bien sûr le premier principe, la thermodynamique. Donc le travail, c'est moins ce terme-là. Donc pour le rendement, ce sont les recettes sur les dépenses. Donc qu'est-ce qu'on a dépensé? On a dépensé la quantité de chaleur reçue, c'est-à-dire donnée par la source chaude pour chauffer le fluide à l'intérieur de l'évaporateur. Donc le travail, donc c'est le travail cycle fourni extérieur. Fourni, donc c'est négatif, donc on lui ajoute un signe moins, parce que jamais on a un rendement négatif, aussi bien, donc, ni rendement, ni efficacité, ni coefficient de performance qui sont négatifs. Donc là, on a 1 plus Q2 sur Q1, donc deuxième principe de la thermodynamique, là c'est quoi? Là c'est l'égalité de Clausius. Donc on a le rendement, c'est 1 moins la température de la source froide sur la source chaude
jamais un rendement négatif. Là, c'est la température de la source froide sur la température de la source chaude. Donc, c'est inférieur à 1. Donc, le rendement est toujours inférieur strictement à 1. Le rendement d'une machine fonctionnant selon le cycle de Carnot ne dépend que de l'écart de température entre les deux sources thermiques, parce que le cycle de Carnot, toutes les transformations sont réversibles. Donc, réellement, qu'est-ce qu'on a? Donc, toutes les machines thermiques fonctionnant, c'est-à-dire un cycle fermé pour une machine thermique motrice, donc son rendement est toujours inférieur strictement au rendement de Carnot. Donc, des Madame, questions? Oui, s'il vous plaît, oui. Ouais. pour le premier principe, le rendement, pourquoi on a 1 plus Q2 sur Q1? Vous rappelez, je vous entends pas bien? J'ai dit pourquoi on a le rendement 1 plus Q2 sur Q1, la quantité de chaleur, dans le premier principe, le rendement. Plus que 2 sur que 1. Oui, on a 1 plus Q2 sur le rendement, on ne Donc, doit pas. On a un signe moins. voilà le signe moins. D'accord? Sauf le signe moins. Où j'ai un travail, j'ai un autre signe moins là. Donc, c'est que 1. Je remplace le travail par moins que 1 plus que 2. D'accord? Moins avec moins, c'est plus. Donc, 1 plus que 2 sur que 1. C'est 1 plus que 2 sur 2. Donc, la quantité de chaleur Q2 est positive ou négative? La quantité de chaleur Q2. Il doit être négatif pour ne Donc, pas. c'est une quantité de chaleur qui est cédée par le fluide au milieu extérieur. Donc, elle est négative. Tout ce qui est cédé par le système est négatif. Tout ce qui est reçu est positif. Donc, un travail cédé à l'extérieur, donc elle est avec un signe moins. Ah, d'accord. Merci, madame, j'ai bien compris. Donc là, on passe aux machines dithermes réceptrices. Donc, voilà le schéma, le principe de fonctionnement d'une machine thermique réceptrice. Donc, elle doit, pour une machine ditherme réceptrice, donc ditherme, on a deux sources de chaleur, une source chaude et une source froide. Donc, le système, notre machine thermique reçoit du travail de l'extérieur. Là, on prend l'exemple d'une machine réceptrice, machine frigorifique. Donc, son objectif, voilà, le rôle de cette machine thermique, c'est d'extraire la chaleur de la source froide en recevant un travail de l'extérieur et en cédant une quantité de chaleur à la source chaude. D'accord? D'accord? Oui. Donc voilà. Donc on prend l'exemple de la machine à air. Donc là, je vais pas donner. Donc là, on va pas donner d'amélioration. Donc la température d'un gaz augmente lorsqu'il subit une compression isentropique, alors qu'il se refroidit lorsqu'il a une détente. Donc le cycle de Joule ou la machine à air, il est formé par deux isentropiques et deux isobars. Donc la machine de Carnot inverse, machine de Carnot réceptrice, c'est deux isothermes et deux isentropiques. Donc là, c'est la machine à air de Joule. Donc on a deux isentropiques, c'est-à-dire deux transformations adiabatiques réversibles et deux transformations isobars. C'est un cycle réversible qui utilise un système aussi monophasique qui est l'air. Donc il est défini de la façon suivante. Donc on a une compression isentropique 1,2, transformation isobare de 3, détente isentropique 3,4 et transformation isobare 4,1. Dans le cours de la transformation isobare, le fluide cède la chaleur à la source chaude et au cours de la transformation isobare 4,1, le fluide reçoit de la chaleur de la source froide. Voilà. La même chose que j'avais, donc voilà, la même chose, l'architecture générale d'une machine thermique à fluide condensable. Donc, on a un condenseur, un compresseur. Donc, pour actionner ce compresseur, donc on doit y avoir un moteur auxiliaire qui va fournir un travail pour quoi? Pour comprimer le fluide. Donc, le fluide est comprimé grâce à un travail fourni d'un moteur auxiliaire externe. D'accord?
Donc là, après compression, donc le fluide va passer dans le condenseur. Donc dans le condenseur, c'est un échangeur de chaleur. Donc elle va céder de la chaleur à la source chaude. Donc le cycle est fermé grâce au détendeur qui va rabaisser la pression à son niveau initial et il va passer dans l'évaporateur. Donc dans l'évaporateur, là, c'est aussi un échangeur thermique. Donc, pour les machines thermiques, donc là, cette machine thermique peut être, c'est-à-dire une pompe à chaleur ou une machine frigorifique. D'accord? Donc, si c'est une pompe à chaleur, donc on a un rôle, donc là, c'est la même machine thermique, c'est-à-dire c'est la même architecture. Si c'est une pompe à chaleur, bien c'est une machine frigorifique. Donc, si c'est une pompe à chaleur, l'objectif, c'est quoi? Quel est l'objectif? Pourquoi on utilise une pompe à chaleur? Donc voilà. Donc pourquoi la pompe à chaleur? Donc si je prends Abdel-Ilah El-Khemlichi, pourquoi la pompe à chaleur? Quel est le rôle d'une pompe à chaleur? Abdel-Hayy El-Khemlichi, Abdel-Ilah El-Khemlichi. Oui, madame. Non, Abdel-Ilah El-Khemlichi, comme une pompe à chaleur. Madame. C'est quoi une pompe à chaleur? Il permet le transfert de chaleur. Le chauffage de fluide. Oussama, شنو؟ Oussama, elle? Oui. J'ai dit, madame, il permet le transfert de la chaleur d'une côté, voilà, de 4 à 1. Madame, Ah oui. je pense qu'il a le rôle de chauffer le fluide. C'est augmenter la température du fluide. Du fluide. Du Je fluide. pense que ça apporte la température au système, madame. La chaleur La chaleur? au système. Mela, un peu. Donc, pour Mela, quel est le rôle d'une machine, d'une pompe à chaleur? Enfin, fournir de la chaleur au système. Quel système? On a la machine thermique, on a la machine thermique réceptrice. Donc, elle fournit la chaleur à quel système? Le système Madame, à la machine extérieur. réceptrice, madame. Donc, on a une machine thermique réceptrice. D'accord? Donc, cette machine thermique réceptrice peut être soit pompe à chaleur, soit machine frigorifique. On va dire que la pompe à chaleur, machine frigorifique ou climatiseur. C'est la même chose. Donc, dans la majorité des cas, on parle d'une pompe à chaleur réversible lorsqu'elle peut jouer le rôle d'un climatiseur ou d'une pompe à chaleur. Donc, la pompe à chaleur, c'est quoi? Khali, vous avez quitté la réunion, Zia. Donc, une pompe à chaleur, c'est pour chauffer la source chaude, c'est-à-dire continuer à chauffer, continuer à fournir de la chaleur à la source chaude. Donc, pour une machine thermique frigorifique ou un climatiseur, c'est extraire. Son rôle, c'est de refroidir la source froide, c'est-à-dire une source froide qui est déjà froide par rapport au milieu chaud. On va extraire de la chaleur à la source froide pour la fournir à la source chaude.
Donc, l'objectif, là, le rôle d'une machine thermique frigorifique, c'est de continuer à refroidir une source froide. Pour la pompe à chaleur, c'est de chauffer la source chaude. Donc là, si je prends, par exemple, mon schéma là, donc voilà, c'est une quantité de chaleur cédée à la source chaude. Donc, lorsque ma machine thermique pompe à chaleur, donc là, son rôle, c'est ça, c'est de extraire, c'est-à-dire là, de fournir cette chaleur. Par exemple, là, j'ai une maison dans laquelle j'utilise une pompe à chaleur. Je vais extraire la chaleur de l'extérieur. Par exemple, ma maison et la température à l'intérieur de la maison, c'est par exemple 15 degrés. D'accord? Ou la température de l'extérieur, c'est 2 degrés. D'accord? Donc, j'utilise une pompe à chaleur, je vais extraire la chaleur de l'extérieur qui est à 2 degrés C pour chauffer ma maison qui est à 15 degrés C. D'accord? Donc, si c'est une machine frigorifique, c'est par exemple la chambre froide d'un frigo et à température de 4 degrés C et le milieu ambiant c'est à 25 degrés C. Donc, mon système, c'est-à-dire le rôle de ma machine frigorifique, c'est d'extraire la chaleur de la chambre froide et de la fournir au milieu extérieur. Même si cette chambre froide est à température, par exemple, de 4 degrés C, donc je vais retirer, extraire, restituer la chaleur de la chambre froide pour la fournir au milieu ambiant qui est encore plus chaud que l'intérieur de la machine frigorifique. C'est clair? Donc, il faut savoir différencier entre le rôle de machine thermique. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire avec? Donc, une pompe à chaleur va servir à continuer à chauffer une source chaude ou un réfrigérateur va servir à continuer à refroidir plus une chambre froide. C'est clair? Oui, madame. Voilà, donc là, on passe au coefficient de performance des machines thermiques frigorifiques. Donc, les machines réceptrices d'ITERM peuvent se classer en 2 catégories, pompe à chaleur destinée à apporter la chaleur à la source chaude, ou la machine frigorifique destinée à retirer la chaleur à la source froide. De différence de principe. Donc, on définit non pas un rendement, donc le rendement, c'est pour les machines motrices. Donc, on parle de coefficient de performance appelé le COP, donc le coefficient de performance d'une machine réceptrice. Donc, c'est la chaleur utile, c'est ce qu'on fait avec sur donc, les recettes sur les dépenses. Qu'est-ce qu'on a fourni pour obtenir ce qu'on veut? Donc, le coefficient de performance, si c'est une pompe à chaleur, donc c'est la quantité de chaleur cédée à la source chaude sur le travail fourni. C'est ça, c'est ce qu'on a payé pour, c'est le travail fourni. Donc là, pour la pompe à chaleur, c'est moins 1. Donc pourquoi moins? Parce que ma machine thermique, ou le fluide caloporteur circulant dans la machine thermique, va céder cette chaleur à l'extérieur. Donc c'est une chaleur qui est perdue par le fluide. Donc on lui rajoute signe moins. On n'a pas de coefficient de performance, ni rendement, ni efficacité en valeur négative. Donc, pour le coefficient de performance ou efficacité d'une machine frigorifique, donc c'est la quantité de chaleur extraite de la chambre froide sur le travail fourni pour faire cette action-là. Donc, la quantité de chaleur extraite, c'est Q2. Donc, le fluide caloporteur a absorbé cette chaleur de la chambre froide qui est milieu extérieur, donc elle sera comptée positivement. Donc là, le coefficient de performance de la pompe à chaleur, de la machine frigorifique, ou là, le rendement sont toujours des termes positifs. Donc, si quelqu'un sait ces coefficients de performance de la machine d'une pompe à chaleur, ce qu'elle est
Toujours supérieur à 1, inférieur à 1, égal à 1. Qu'est-ce qu'on dit sur ce coefficient Supérieur à 1. Il est toujours supérieur à 1. Donc, pour une machine thermique, pompe à chaleur, dit terme, coefficient de performance, elle est toujours supérieure, je peux dire strictement à 1. Pourquoi? Donc, on reçoit un travail de l'extérieur pour extraire ou la restituer de la chaleur à un système. Donc, pourquoi le coefficient de performance ne ressemble pas au rendement d'une machine motrice? Donc, pour le rendement, on ne peut jamais l'avoir supérieure à 1. Donc, elle est toujours inférieure strictement pour le rendement d'une machine thermique motrice, elle est toujours inférieure strictement à 1. Donc, pourquoi c'est pas la même chose pour une pompe à chaleur? Donc, est-ce qu'une pompe à chaleur, oui? On peut dire que c'est parce que les machines thermiques, elles vont fournir de la chaleur si c'est à une source chaude ou bien soit à une source froide. Par exemple, pour la pompe à chaleur, elle va fournir de la chaleur à une source chaude. Donc, elle va continuer à augmenter la chaleur. Donc, pour augmenter cette chaleur, elle a fait quoi? Donc, on a utilisé une énergie électrique. D'accord? Donc, est-ce qu'on a transformé toute l'énergie électrique reçue d'un moteur auxiliaire extérieur en chaleur? C'est ça? Donc, oui, c'est ça. une pompe à chaleur va transformer toute l'énergie reçue, toute l'énergie électrique reçue d'un moteur auxiliaire en chaleur. Vous croyez que la pompe à chaleur, ça ressemble à un radiateur. Donc, pour le radiateur électrique, c'est une machine thermique monotherme, c'est-à-dire elle est en contact avec une seule source de chaleur. Donc, pour le rendement d'un radiateur électrique, c'est donc la quantité de chaleur reçue de l'extérieur, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a fait? On a reçu un travail électrique, donc on divise avec. Qu'est-ce qu'on a fait? On a produit de la chaleur qui va servir au chauffage. Donc, le rendement d'un radiateur électrique, c'est combien? C'est 1. C'est 1, oui. Parce que toute l'énergie électrique est transformée en chaleur. Donc, notre système thermodynamique n'est en contact qu'avec une seule. Donc, un radiateur, c'est une machine thermique réceptrice monotherme. Donc, elle transforme toute la chaleur, elle transforme tout le travail en chaleur. Pour une pompe à chaleur, c'est pas ça. Donc, pour une pompe à chaleur, par exemple, si je reçois d'un moteur auxiliaire, par exemple, si j'utilise le watt, je consomme 1 kilowatt, et le rendement, 1 kilowattheure, et le rendement le coefficient de performance de ma machine thermique, vous m'aviez dit qu'il est supérieur à 1. Donc, d'où vient ce supérieur ou égal à 1? Pourquoi on trouve des coefficients de performance des pompes à chaleur qui sont de l'ordre, par exemple, de 3,5 ou de 4? Et en traduisant ça, pour fournir une quantité de chaleur, par exemple, de 4,5 kJ, j'ai consommé 1 joule. C'est ça. C'est ça. C'est parce que une pompe à chaleur, comme j'ai dit, ne transforme pas l'énergie électrique en chaleur, mais ce qu'elle fait, c'est qu'elle déplace aussi de l'énergie thermique qu'elle prend de l'extérieur et va le déposer à l'intérieur. Donc, l'objectif d'une machine frigorifique ou là d'une pompe à chaleur, c'est en plus de l'énergie, du travail reçu de l'extérieur, donc il y a un déplacement de chaleur, c'est-à-dire il y a, par exemple, lorsqu'il va déplacer de la chaleur ou la restituer la chaleur d'un milieu extérieur, donc il est en contact avec un réservoir de chaleur. Avec ce réservoir, c'est-à-dire il y a un déplacement de la chaleur. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'une pompe à chaleur, elle est plus rentable que si on utilise un radiateur électrique. D'accord?
Donc, c'est tout ce qu'on a sur les machines. Donc là, c'était un petit, c'est-à-dire là, j'ai réduit le programme ou le chapitre sur les machines thermiques à l'essentiel. Donc, j'ai pas voulu entrer sur les détails. C'est-à-dire la chose qu'on n'a pas vue sur la... Oui? S'il vous plaît, j'ai pas bien compris qu'est-ce que il signifie le rendement. يعني qu'est-ce qu'il signifie de la pompe à chaleur? Il signifie quoi? Qu'est-ce que signifie une pompe à chaleur? Donc, Le rendement de la pompe à chaleur. Oui. Donc, c'est pour voir si ma machine thermique, ma machine thermique qui est pompe à chaleur, est-ce qu'elle est rentable, oui ou non? Madame, est-ce qu'on peut dire que c'est l'efficacité de cette pompe? Bien sûr, on dit l'efficacité, le coefficient de performance de la pompe. Ou là, le rendement énergétique de la pompe. C'est-à-dire, on peut dire rendement, donc rien n'empêche de dire, voilà, quel est le rendement. Est-ce que ma machine, ma pompe à chaleur, elle est rentable, c'est bien de l'utiliser ou là, c'est pas bien? Parce qu'une pompe à chaleur, lorsqu'elle déplace l'énergie thermique, donc il ne consomme pas beaucoup d'énergie. Mais c'est pas la même chose qu'un radiateur. C'est ce que j'ai à dire. Donc pour le radiateur, il va prendre de l'énergie électrique, la transformer complètement en chaleur. Donc pour la pompe à chaleur, c'est pas ça. Donc il va prendre de l'énergie électrique, il va déplacer de la chaleur, donc il y a une rentabilité à cette machine thermique. D'accord? Merci. Mais madame, Oui. il ne crée pas de la chaleur. Il fait juste le déplacement. À contredire le radiateur qui crée la chaleur. C'est lui qui crée la chaleur. Non. C'est lui qui crée la chaleur. Il transforme un travail en chaleur. Donc, pour la pompe à chaleur, c'est-à-dire, il transforme. Donc, on est un fluide caloporteur qui circule, donc il absorbe. Donc, le schéma que je vous ai présenté, la machine, le schéma d'une machine thermique d'ITER, il reste valable. Donc, pour le radiateur, mais qui crée la chaleur, il transforme un travail électrique en chaleur. D'accord? D'accord? Donc, pour la pompe à chaleur, elle transforme un travail électrique, elle restitue, c'est-à-dire, elle déplace de la chaleur. Donc, on a deux choses. Une pompe à chaleur fonctionne avec deux sources de chaleur. C'est pas comme un radiateur électrique que j'ai pris comme exemple. D'accord? Donc, vous avez des questions sur les parties précédentes qu'on a vues sur la thermodynamique? Madame, c'est qu'on vient de voir tout à l'heure, le rendement et le COP. On a vu que tous les deux, ils traduisent l'efficacité. Dans quel cas est-ce qu'on utilise le rendement et dans quel cas on doit utiliser le COP? Donc, on utilise le rendement. Qu'est-ce que vous voulez dire par le rendement de... Par exemple, si on peut nous demander de calculer l'efficacité d'une machine frigorifique, par exemple. Dans quel cas est-ce qu'on doit alors calculer le COP ou bien le rendement? Donc, si ma machine... Parler d'une machine thermique, c'est pas un organe d'une machine thermique, d'accord? Vous parlez de la machine thermique oui, madame. totale. Exactement, c'est ça. Donc là, pour la machine thermique totale, on garde le vocabulaire. Rendement pour une machine thermique motrice, coefficient de performance ou efficacité pour une machine réceptrice. Donc pour la pompe à chaleur, on garde le coefficient de performance. D'accord? D'accord. Pour la machine frigorifique, on dit soit coefficient de performance, soit efficacité. Donc, si on a un organe d'une machine thermique, par exemple, la machine thermique de tout à l'heure, où vous avez une pompe, là, je parle du rendement de la pompe. Donc, la pompe jouera le rôle d'un compresseur. Je cherche le rendement de l'organe qui est le compresseur, la turbine, ou ce qu'on a comme partie dans la machine thermique. D'accord? C'est clair? Oui, c'est clair. Merci. Madame, Oui. c'est-à-dire pour les machines thermiques, on utilise le COP au lieu du rendement. Pour les machines thermiques?
réceptrices. Oui, les machines réceptrices. Oui, on parle du coefficient de performance au lieu de parler du rendement. Donc, on passe. On passe. Oui, on peut. Oui. Madame, j'ai une question à propos des turbines. Oui. Madame, vous avez dit que la turbine est constituée d'un arbre sur lequel il y a des roues mobiles. Oui. Prenons par exemple le turboréacteur qui est destiné à la propulsion des avions. Mais on dit aussi que le turboréacteur est un moteur à réaction, c'est-à-dire qu'il doit recevoir le fluide pour fonctionner. Mais est-ce qu'on peut classer un turboréacteur dans la classe des turbines ou bien on peut le considérer comme un moteur thermique? Donc, pour le turboréacteur, il n'est pas formé que d'une seule chose. Donc là, c'est un ensemble d'organes. Il n'y a pas que la turbine. Il y a plusieurs compresseurs montés, c'est-à-dire là pour pouvoir propulser la chose. D'accord. Donc, oui, donc on peut le classer on peut le considérer comme turbine et aussi comme moteur. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, lorsqu'il m'a dit, est-ce on va calculer, on parle du rendement ou du coefficient de performance, j'ai dit, est-ce qu'on a un organe de la machine thermique ou toute la machine thermique? Donc, pour le turboréacteur, il y a plusieurs sous-organes de ce turboréacteur. Donc, on peut le considérer, bien sûr, comme un moteur ou là comme des parties, c'est-à-dire là des différents organes formés par différents organes. On peut chercher, par exemple, le rendement, le coefficient, l'efficacité, le rendement de chaque partie de ce turboréacteur. D'accord? D'accord. Oui, d'accord. Merci, madame. Donc, c'est-à-dire là, on peut le considérer comme un moteur thermique, ou bien on va voir de quoi est composé ce turboréacteur et chercher le rendement de chaque petit organe le constitue. Ou bien sûr, on a un fluide qui circule entre les différents organes du turboréacteur. Oui, madame, c'est clair. Merci, madame. Donc là, on passe à la partie 2 qui va comporter le transfert thermique. Donc, pour le transfert thermique, on a vu qu'en première partie de cet élément de module, la thermodynamique. Où je vais vous dire là qu'il y a une nette complémentarité entre la thermodynamique qu'on nomme aussi la thermostatique, et le transfert thermique qui est appelé la thermocinétique. Donc, je rappelle les notions qu'on a vues sur la thermodynamique. Donc, la thermodynamique s'appuie sur les deux principes qui sont le premier et le second principe. Donc, a permis de nous donner. Donc, pourquoi je suis en train de dire ça? Parce que les prérequis du transfert thermique, c'est la thermodynamique. Ou les prérequis de la thermodynamique qu'on a vu sur la partie 1, c'est la thermodynamique classique vue sur en tronc commun. D'accord? Donc, pour la thermodynamique, il s'appuie sur le premier principe. Donc, pour le premier principe, il permet de faire le bilan énergétique. C'est clair. Et pour le second principe, les énoncés du second principe de la thermodynamique nous a dit que la chaleur ou l'énergie thermique ne pouvait passer que d'un corps chaud vers un corps froid, ou là, d'un corps à température donnée vers un autre à température plus basse. On a montré aussi que tant que on a, par exemple, les mêmes corps ou les deux sous-corps à deux températures différentes, donc il y aura échange thermique tant qu'on n'a pas atteint l'équilibre thermique. C'est clair? Donc là, je n'ai rien dit. J'ai rappelé le premier et le second principe de la thermodynamique, où j'ai dit qu'on a la thermodynamique qui complétera le transfert thermique et les notions qu'on va voir sur le transfert thermique vont compléter les notions qui sont qu'on a déjà vues sur la thermodynamique. Donc, pour la thermodynamique, on a pu faire le bilan énergétique, on a pu l'énoncer du second principe, dire que la chaleur ne passe que du corps chaud vers le corps froid jusqu'à ce que d'un corps à température donnée vers un corps à température qui est plus basse. Ça veut
dire la même chose. Donc, pour le transfert thermique, par ces bilans, qu'est-ce qu'on a dit? Donc, si on a la thermodynamique étudie les systèmes, leur état macroscopique, donc voilà, mon système est à l'état 1, il va passer à l'état 2, je connais les coordonnées des états 1, 2, donc par la thermodynamique, je peux prévoir quelle est l'énergie que je peux fournir à mon système à l'état 1 pour le faire passer à l'état 2. C'est clair. Donc, pour le transfert thermique, c'est quoi? Donc, la thermodynamique n'a pas pu répondre à la question comment est-ce que cette chaleur est passée pour le système de l'état 1, c'est-à-dire comment cette chaleur passe de l'état 1 à l'état 2. D'accord? Donc, l'enseignement qu'on va donner sur cette partie de transfert thermique va permettre de donner les mécanismes par lesquels se fait le transfert de chaleur. Donc là, je vais prendre quelqu'un, je vais dire Manal El-Wardi. Manal El-Wardi. ما كايناش. Donc je vais dire Lubna Saboura. Oui, madame, je suis présente. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Donc, si vous pouvez me rappeler ce qu'est la thermodynamique ou quelle est la complémentarité que je viens de dire sur les deux parties, 1 et 2, transfert thermique. La partie 1 qui est la thermodynamique, la partie 2 qui est le transfert thermique. Vous avez Donc, dit sur la diapo, qu'est-ce que la thermodynamique est incapable d'expliquer le transfert de la chaleur. Comment ça? Très bien, très bien. Donc, vous allez me dire pourquoi je suis en train d'appeler les noms. En fait, on a... Donc, je vais laisser ça pour la fin. En fait, on a une évaluation à faire, oui. Voilà, je veux savoir les gens qui assistent ou les gens qui n'assistent pas, qui sont là, j'ai les noms la liste, voilà, ils ne sont pas présents. Madame. D'accord? Oui. Avant, tu m'as appelé, mais je n'ai pas répondu parce qu'il y avait un problème, je pense que j'ai essayé de vous répondre, mais c'était à propos de la question des pompes à chaleur. Abdullah Al-Khamli. Oui. Tu étais présent, voilà, tu n'as pas pu... Oui, tu m'as demandé c'est quoi une pompe à... Tu étais présent, tu as allumé le micro-dialogue. Oui, mais la réponse, j'ai pas pu... Ouais. Pour vous dire, là c'est pour savoir les gens qui sont présents ou qui suivent, ou les gens... Donc, pour les gens qui ont la chance, là, je vais les appeler ou ils vont répondre, ou les autres, là, c'est pas un problème si vous n'arrivez pas à répondre. Et je n'ai pas voulu faire passer la présence ou dire, voilà, les gens, je ne parle pas des gens qui n'ont pas assisté, voilà, des gens qui assistent, pour dire, voilà, vous assistez, voilà, qui ne sont pas présents. C'est pas bien. Donc, voilà, la réponse était, voilà, la thermodynamique permet de faire le bilan énergétique, permet de prévoir la chaleur ou l'énergie à fournir un système pour passer d'un état à un autre, ou qui ne permet pas de répondre à la question comment est-ce que cette chaleur ou cette énergie passe, comment cette chaleur passe d'un système, fait passer le système d'un état à l'autre. D'accord? Madame? Oui. Madame, j'ai une question. Madame, on a vu pour le second principe de la thermodynamique qu'on ne peut pas transférer la chaleur d'une source froide à une source chaude. Mais le principe de fonctionnement d'une pompe à chaleur, il est en contradiction avec le second principe de la thermodynamique. Question thermodynamique 2. Donc, j'étais en train de vous rappeler, madame, je suis présent. Il n'y a pas quitté la réunion. Donc, mademoiselle Doha Idrissi, donc là, ça montre que voilà, le message n'est pas passé. Donc, qui peut me rappeler les énoncés du second principe, la thermodynamique, il disait quoi?
Donc, l'énoncé de Clausius, il dit quoi? Il dit qu'il est impossible de fournir que la température pour déplacer d'une source froide vers une source chaude. C'est Non, l'inverse pas qui est possible. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. Donc, Madame, l'énoncé de Clausius, il disait que la Madame, chaleur ne la chaleur passe pas ne peut pas- naturellement. Oui? C'est la relation La d'entre chaleur ne peut pas effectuer, ne peut pas passer spontanément d'une source froide. واش أشرف ولا إيمان ولا شكون؟ يونس المنصوري مدام. دونك شكون اللي دابا كيهضر؟ شكون اللي كيهضر؟ شكون اللي كيضحك؟ يونس المنصوري يونس مدام كي جو بار. يونس ولا أشرف؟ شكون اللي باغي يهضر؟ أشرف؟ Oui, madame. يلا يونس. D'accord, j'ai dit que les notes de Clausius dit que la chaleur ne peut pas passer spontanément d'une source froide vers une source chaude. Oui, c'est ça. Mademoiselle, la chaleur ne peut pas passer spontanément d'une source froide à une source chaude. C'est-à-dire, lorsque je vais mettre un corps chaud près d'un corps froid, alors on ne va jamais voir que le corps froid va continuer à se refroidir alors que le corps chaud va se réchauffer. C'est-à-dire, ils ne vont pas extraire naturellement comme ça, mettant un corps chaud près d'un corps froid, alors on ne va pas voir le corps chaud, c'est-à-dire sachant qu'on a par exemple un corps, la température, je donne des exemples, un c'est 15, l'autre c'est 0, donc on ne va pas voir le corps à 15 degrés être par exemple à 30 degrés alors que l'autre sera à moins 10 degrés, c'est jamais. Parce qu'on dit naturellement. Si on veut réaliser ça, les machines réceptrices contredisent. C'est-à-dire là, voilà, une machine réceptrice, réfrigérateur, pompe à chaleur, climatiseur, ou etc. Là, vont dire, voilà, mon système thermodynamique fonctionne en recevant un travail de l'extérieur. Donc, le travail, un moteur auxiliaire, j'ai donné le schéma tout à l'heure. Donc, elle va comprimer un fluide qui va passer dans le condenseur, dans le détendeur, revenir à l'évaporateur, ou l'évaporateur, là, pour les machines frigorifiques, c'est une zone froide. Donc, on va extraire de la chaleur de la partie froide de la machine thermique. Donc là, naturellement, c'est pas possible. Voilà, par compensation, donc c'est possible. C'est-à-dire, on va compenser, c'est-à-dire, je vais fournir un travail pour extraire de la chaleur. D'accord? Donc, on va passer, on va parler là de généralité. Donc, pourquoi l'étude de transfert thermique? Donc, vu l'accroissement relatif des prix de revient de l'énergie, on cherche dans tous les cas à obtenir le rendement maximal d'une installation. Les problèmes de transfert de chaleur sont nombreux et on peut essayer de les différencier par les buts poursuivis dans les principaux sont. Donc, l'augmentation de l'énergie transmise ou absorbée par une surface. Deuxièmement, l'obtention du meilleur rendement d'une source de chaleur. Et la réduction ou l'augmentation du passage d'un débit de chaleur d'un milieu à l'autre, etc., etc. Donc là, on a donné quelques, c'est-à-dire les principaux choses. Donc, pour la grandeur qui provoque le transport et le transfert de l'énergie, c'est la température. Donc là, pour les concepts que j'ai présentés là, donc ils permettent donc pour l'augmentation, donc ils vont permettre de déterminer comment améliorer ou limiter les transferts de chaleur au sein des différents systèmes. Donc, lors de l'isolation thermique, tout à l'heure, dimensionnement de l'échangeur, des échangeurs, turbines ou, évaporateurs ou condenseurs. Donc là, pour pouvoir améliorer le rendement de machines thermiques ou des installations thermiques ou une meilleure isolation, etc., etc. Donc, la définition de la thermique, le transfert thermique, donc il permet de décrire quantitativement dans l'espace et dans le temps l'évolution des grandeurs caractéristiques du système, en particulier la température entre l'état initial et l'état final. C'est-à-dire là, je dis que si on n'a pas un gradient de température, on ne parle pas de transfert de chaleur. Donc, transfert de chaleur, c'est-à-dire on a une variation de température à l'intérieur du système
ou là entre systèmes qui sont en contact. Donc, si deux points matériels placés dans un milieu thermiquement isolé sont à la même température, donc il n'existe aucun échange thermique global entre ces deux points dit en équilibre thermique. La chose, c'est clair. Donc, le transfert thermique au sein d'une phase ou plus généralement entre deux phases se fait de trois façons. Donc, les trois façons ou les trois modes d'échange de chaleur sont la conduction, la convection et le rayonnement. Ou le quatrième mode de transfert de chaleur, c'est le changement d'état qu'on a vu précédemment. Donc, pour le changement d'état, c'est aussi un mode de transfert de chaleur. Donc, on va passer au premier mode. Donc, ce sont les généralités. On va revenir à ces choses. Donc, sur les généralités, on va parler transfert thermique par conduction. Qu'est-ce que ce transfert de chaleur par la conduction? Donc, si je prends, par exemple, là, voilà, et un barreau métallique, donc si je le chauffe à cette extrémité-là, donc on va remarquer, voilà le thermomètre, donc on va remarquer que l'autre extrémité va s'échauffer progressivement. Si on chauffe suffisamment longtemps, donc l'objet métallique aura la même température en tout. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on a? C'est-à-dire que la chaleur s'est propagée à partir de l'extrémité chauffée dans tout le matériau. Donc là, le barreau métallique, qu'est-ce qu'elle a fait? Donc elle a conduit de la chaleur et ça, on l'appelle conduction thermique. Donc dans un premier lieu, cette zone est chauffée. Après, on remarque que même celle-là, qui est loin de la source de chaleur, a aussi chauffé. Donc là, on a une propagation de chaleur qu'on appelle conduction de chaleur. Donc là, ce chauffage-là est réversible. C'est-à-dire là, si j'arrête le chauffage, là, mon système sera de nouveau en équilibre thermique avec, si on a de l'air, on a un milieu ambiant quelconque. Donc là, on a de la matière, donc là, barreau métallique chauffé, donc on a transport de matière. Donc on a quelque chose d'autre, c'est la chaleur qui est passée de cette zone à celle-là sans qu'il y ait transport de matière. Donc on a gradient de température, c'est-à-dire là c'est au sein d'un même matériau, voilà, au sein d'un même corps, cette zone initialement est plus chaude que celle-là, donc on a propagation de la chaleur. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, précédemment, on a démontré, donc si on prend par exemple un corps quelconque, on avait montré, ou la donnée, la définition de la chaleur en thermodynamique, que lorsqu'on chauffe un corps, on assiste à quoi? Augmentation de l'agitation thermique pour les fluides et les gaz et vibration des solides. C'est ce qu'on a vu. Donc là, lorsqu'on a chauffé, donc lorsque la température augmente, la vitesse des particules constituant le système va augmenter. Donc la conduction, donc les particules qui sont à proximité de la source de chaleur ont une vitesse plus élevée, une énergie cinétique élevée. Donc cette énergie ou cette vitesse sera communiquée en partie aux particules qui se trouvent à proximité. Donc ainsi de suite. Donc là, c'est que cette énergie passe d'une molécule à une autre qui se trouve à côté, ou la molécule qui se trouve à une autre molécule adjacente. Là, c'est la conduction, c'est clair? Donc la conduction, donc suite à un gradient de température, sans transport de matière, l'énergie cinétique passe la vitesse des particules excitées, on l'a communiquée à la particule adjacente ou là qui est en contact avec jusqu'à ce qu'elle soit propagée à tout le barreau métallique dans ce cas d'exemple. Donc là, c'est le premier mode de transfert de chaleur. Donc là, le deuxième mode de chaleur, donc le transfert de chaleur par convection, va se produire entre deux phases, dont l'une est généralement au repos, l'autre en mouvement. Bien sûr, là, en présence d'un gradient de température. Donc, on a transfert de chaleur par convection. Donc, on a matière en déplacement. Donc, à la différence de la conduction, c'est son transport de matière. Donc, là, on a de la matière en déplacement. Donc, là, si on prend, par exemple, l'eau contenue à l'intérieur de ce réservoir, donc au début, donc on a la paroi qui est en contact avec la source de chaleur. Donc, il y a une couche d'eau, des particules d'eau qui sont en contact avec le fond de la paroi. Donc, lorsque les particules sont chauffées,
Donc, on assiste à leur dilatation, c'est-à-dire leur volume augmente. Lorsque le volume augmente, leur densité ou leur masse volumique diminue. Donc, lorsque la masse volumique diminue, donc ils seront plus légers, ils vont passer donc, à la surface, en contact avec la zone froide. Donc, lorsqu'ils sont en contact avec donc ils vont libérer leur place qui sera occupée par d'autres particules. Donc, lorsqu'ils sont en contact avec l'extérieur, ils vont se refroidir. Donc, on a ce qu'on a là. Donc, c'est comme un cycle. Donc, là, un mouvement, c'est-à-dire, on dit, voilà, un mouvement. Là, on dit qu'on a un brassage du fluide, ou là, on dit que la chaleur monte. On dit plusieurs, c'est-à-dire, on a plusieurs termes. Donc, là, le transfert de chaleur est dit, là, c'est dû à l'action de la poussée d'Archimède, c'est-à-dire, tout corps plus léger va passer vers le haut. Et donc, on a ascension des particules légères et descente des particules qui sont plus lourdes. Tout ça est dû à, c'est-à-dire les particules ont reçu de la chaleur, voire leur température augmentée, leur dilatation, ainsi de suite. Donc là, donc on va distinguer deux types de convection. La convection naturelle, la convection forcée. Donc, pour la convection naturelle, on parle de convection naturelle ou convection libre. C'est une convection due suite à la présence seule du gradient de la température. Donc là, c'est la différente température entre ces zones-là qui fait que la chaleur va circuler. Donc, on a un transport de matière suite à ce gradient de la température. Donc, pour la convection forcée, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a aussi bien, donc de même, la convection, on a mouvement des particules, mais ce mouvement du fluide est provoqué aussi bien, donc encore, donc on a gradient de température plus vitesse du mouvement qui est provoqué par des actions mécaniques extérieures. C'est-à-dire, en plus, par exemple, j'ai l'air, j'ai un radiateur, les particules qui sont à proximité de la surface ou la face de ce radiateur vont voir leur température augmenter. Donc, il y aura ascension de ces particules. Donc, si j'ajoute à ça des actions mécaniques extérieures, par exemple, j'ajoute une pompe, c'est comme si j'accélère l'échange thermique. Donc, pour la convection naturelle, on n'a que le gradient de température. Donc, pour la convection forcée, on a gradient de température plus vitesse par des actions, mais plus augmentation de vitesse de l'écoulement de la chaleur par exemple, un ventilateur ou une pompe. Ou des fois, on a une convection mixte, c'est-à-dire on a, lorsque les deux types de convection coexistent, donc on a une convection naturelle et convection forcée. Donc, pour le troisième mode d'échange de chaleur, c'est le rayonnement. Donc, ce rayonnement, donc à la différence des deux échanges, des deux modes de transfert de chaleur, conduction et convection. Donc là, oui. Est-ce que vous pouvez revenir sur la diapo précédente? Voilà. Vous avez dit que lorsqu'on chauffe le liquide, les particules vont se dilater, n'est-ce pas? Oui. Et dans ce cas, on sait que le liquide a une masse volumique constante. Donc, si le volume augmente, ça veut dire que cette masse volumique, elle va changer maintenant. Bien sûr, bien sûr. La masse volumique des particules constituant le fluide va changer. C'est ce qui va causer le mouvement des particules. Les mouvements des particules, au début, en contact avec la paroi. Donc, en contact avec la paroi, sachant qu'ils vont se réchauffer, se chauffer, donc ils vont se dilater. Donc, ils vont monter sous l'effet de la poussée d'Archimède. Madame, et dans ce cas, si on avait une masse volumique constante au départ du liquide, et lorsqu'on chauffe cette masse volumique, comme vous venez de dire, ça veut dire que cette masse volumique va changer. Donc, ça contredit le fait que les masses volumiques des liquides sont constantes. Là, donc on est dans l'état liquide, d'accord? Ou ce système, mon système thermodynamique qui est l'eau dans ce cas d'exemple, donc on a une zone qui est en contact, qui est en train de chauffer. Qu'on est en train de chauffer une partie. Donc la partie qui se trouve en contact avec la paroi, donc
là, on a la paroi de ce récipient-là qui est en contact avec cette source de chaleur. Donc, les particules qui sont en contact avec la paroi-là, ils vont voir que leur volume va augmenter. Donc, pour ces particules-là, leur masse volumique va diminuer. Donc, ils vont devenir plus légères. Ils vont passer à la surface. Donc, les autres qui se trouvent sont plus lourdes, ils vont passer vers le bas. Donc, c'est la convection. C'est-à-dire ça influence seulement les particules et non le liquide en général, n'est-ce pas? Bien sûr, le liquide, lorsqu'il est en train de chauffer, là, il y a autre chose que la masse. On ne va pas parler, par exemple, là, je parle d'un litre d'eau que je suis en train de chauffer. Alors, au fur et à mesure en le chauffant, là, il ne va plus occuper le même volume. Donc, il n'occupe plus le même volume qu'il était initialement. Vous n'avez jamais assisté au fait que lorsque vous êtes en train de chauffer, on a dit que la chaleur met des corps en mouvement, donc il va mettre des particules et des fluides en mouvement. D'accord, j'ai compris, merci madame. Là, pour la masse volumique de l'eau, c'est-à-dire l'eau à l'état liquide, à pression atmosphérique, à température ambiante, c'est-à-dire température constante, on n'a pas de gradient de température, alors sa masse volumique ne va pas changer. Donc là, on est dans le cas de changement, de variation de température en fonction du temps. Oui. Madame, pour la convection illustrée sur le diapo, c'est une convection qui est forcée. Donc là, c'est une convection libre. Donc on n'a rien. Mécaniquement, quelles sont les actions mécaniques extérieures que je fournis à ce cas d'exemple? J'accélère la convection par une quiconque action mécanique. Où j'ajoute en vapeur une vitesse, c'est-à-dire plus grande. Madame, si on ajoute un agitateur, la convection, ça sera mixte et le naturel est forcé. Donc là, on a le gradient, bien sûr. La convection sera naturelle et forcée. D'accord, madame. On continue? Madame, j'ai pas compris comment on peut faire une convection naturelle et même forcée.
Donc là, je vais donner un petit exemple. Là, voilà, par exemple, j'ai un cylindre creux. Donc, à l'intérieur de ce cylindre, on a, par exemple, un fluide à l'intérieur. Ou laissons, par exemple, l'air à l'intérieur qui va circuler. D'accord? La température la paroi du cylindre, la paroi interne du cylindre est à une certaine température. Le fluide circulant à l'intérieur, il est à une autre température. Donc, on a échange thermique entre le fluide et la paroi interne du cylindre, qui va bien sûr se propager vers l'extérieur. C'est clair? Donc, si j'ajoute à ça que la vitesse d'écoulement du fluide à l'intérieur de ce cylindre creux, donc j'aurai une convection forcée. J'avais un écoulement normal, c'est-à-dire là, je suis pas en train de modifier la température, donc le fluide circulant à l'intérieur de ce cylindre creux est à température telle, en contact avec une telle paroi, on a un gradient normal de température. Donc lorsque je vais actionner ce fluide, c'est-à-dire la convection, on a soit contact entre deux fluides, soit contact entre paroi et fluide. Et à ça, j'ajoute une vitesse à l'écoulement de ce fluide. Donc, j'aurai une convection qui est forcée. D'accord? D'accord. Alors, madame, Oui, oui, Oumima. alors ici, on peut dire que la vitesse, c'est le facteur principal de genre de convection. Bien sûr, la convection forcée, c'est la vitesse des fluides qui va actionner, qui va modifier, c'est-à-dire ce qu'on va voir par la suite, aussi bien que la convection que la conduction, les lois. Où l'objectif de ça, c'est comment augmenter la vitesse de transmission de la chaleur. C'est-à-dire lorsqu'on a convection forcée, donc on accélère la vitesse de transmission de cette chaleur. Par quoi? Par cette action extérieure, par le fait que j'ai rajouté que le mouvement ou l'écoulement ou là est accéléré. Donc le temps pour réaliser l'échange thermique est plus court. D'accord? D'accord, merci. Donc lorsque seul le gradient de température provoque le mouvement du fluide, on parle de convection naturelle. Lorsqu'on rajoute, donc le mouvement du fluide est provoqué par des actions mécaniques extérieures, on parle de convection forcée. Lorsqu'on a en plus de ça, c'est-à-dire on a les deux, on parle de convection mixte. D'accord? D'accord, merci. Donc voilà. Donc on est resté sur les généralités. Donc mon objectif c'était de finir ce chapitre, cette séance-là. Donc je ne sais pas ce qu'on va faire. Je ne vais pas vous proposer de séance de rattrapage, sauf si vous le demandez. Donc on va pouvoir arrêter la séance. Donc là pour la séance de TD. Donc vous avez d'autres modules faits des séances de TD en ligne? Oui, madame. Comment on procède? C'est-à-dire là, ce que je vais vous demander, si je vous ai envoyé une série de TD, donc je vous demande de faire quelques exercices et me les envoyer comme devoir chez vous. D'accord? Pour qu'on puisse les corriger ensemble la séance prochaine ou ne pas prendre beaucoup de temps. Alors, je vous demande de me rendre, je ne demande pas toute la série, pour vous pousser à la travailler, dans quelques exercices d'ici le lundi. D'accord? Madame, s'il vous plaît. Oui, oui. Justement, au niveau du TD, si on demande l'état final d'un système, madame, qu'est-ce qu'on doit calculer exactement? L'entropie. S'il vous plaît? Par exemple, si on demande de déterminer l'état final d'un système. L'état, ce sont ses coordonnées. Lorsqu'on demande l'état d'un système, ce sont ses coordonnées.
c'est-à-dire sa température, sa pression, son volume, etc., etc. Donc là, on travaille des systèmes sur l'exercice 1, on a choisi. Donc l'exercice 1 ou l'exercice 2, ce sont des questions que quelqu'un d'entre vous a posé la séance du cours. Donc là, j'ai pensé à vous demander de faire. On peut faire la question, on va donner la solution ensemble ou la trouver ensemble. C'est-à-dire lorsqu'on demande l'état thermodynamique, l'état final d'un système, c'est qu'on demande les coordonnées de ce système à l'état final, sachant qu'on laissait à l'état initial. Donc pour l'exercice 2, c'est un exercice de changement d'état, c'est-à-dire là la question, une séance de cours, c'était comment déterminer la variation d'entropie lorsqu'on a un changement d'état. Pour l'exercice 3, donc l'exercice 3, c'est un exercice où j'ai voulu introduire la notion de potentiel thermodynamique. Donc, pourquoi on introduit, donc il y a l'exercice 3, on a plusieurs méthodes. Voilà, je vous ai poussé à étudier, à voir la méthode, c'est-à-dire là, pour chercher l'état final, l'exercice 3. Là, vous n'êtes pas obligé, naturellement, là, vous n'êtes pas obligé de suivre les étapes de l'exercice. Donc, si la question était de, voilà le système thermodynamique, voilà son évolution, quel est son état final, là, vous ne serez pas obligé de suivre. Voilà, l'exercice 3, j'ai fait exprès de vous pousser à suivre la démarche, à suivre ce qu'on vous a demandé, et pour introduire les notions de potentiel thermodynamique, où j'ai pris l'exemple de l'entropie. Donc, pour dire que lors d'une transformation, lors d'un système isolé, la transformation fait que le système était isotherme adiabatique, isobar adiabatique, c'est-à-dire mon système, donc lorsqu'un système, le potentiel thermodynamique, c'est l'entropie. Donc, on a à trouver l'équilibre, l'état final d'équilibre du système en utilisant une fonction d'état. C'est pas comme ce qu'on fait d'habitude. Donc, les autres exercices, je me souviens plus. Pour moi, ce sont des exercices d'application qui ne sont pas très, très, très délicats. Donc, vous choisissez. Oui. Et concernant l'exercice on va négliger la valeur en eau du récipient calorifique, n'est-ce pas? Ou bien on doit l'inclure dans les calculs? Là, je ne me souviens plus, je ne sais pas. C'est demandé. Oui, au niveau du changement d'état, l'exercice 2. Donc, l'exercice 2, c'était de... Donc, voilà, je vais passer, je ne partage pas. Donc, je reviens à l'exercice, je vais voir l'énoncé que j'ai. Oui, sur l'exercice 2, donc on n'a pas donné ni valeur en eau du récipient calorifugé, ni sa capacité thermique. C'est comme si on néglige aussi bien la capacité thermique de ce récipient calorifugé. Donc, c'est négligé. Donc, ce qui nous intéresse là, c'est l'échange thermique entre la masse de glace et l'eau liquide. C'est ça? Oui, c'est ça. Merci. Je comprends, merci. S'il vous plaît, vous m'envoyez sur mon email donc une photo de l'exercice que vous pouvez réaliser, un PDF, ce que vous voulez. Madame? Oui. Madame, quels sont les exercices que vous proposez pour qu'on les fasse? Vous choisissez n'importe quel exercice parmi les exercices de la série. L'essentiel, c'est que vous essayez quand même de faire quelques exercices. Alors, je ne vais pas vous obliger à faire le tout. Donc, si vous faites le tout, c'est bien. Si vous ne faites pas le tout, c'est bien. L'essentiel, c'est que vous lisez quand même l'énoncé, vous savez ce qu'on va demander. Et le problème que j'ai, c'est l'évaluation. J'ai reçu un message de l'administration me demandant de proposer
l'examen, s'il sera... Donc, il y aura un conseil de fac demain. Je ne sais pas si l'examen sera présentiel ou à distance. Donc, pour moi, si l'examen sera à distance, je vais vous poser un QCM. Voilà, je ne souhaite pas qu'il soit pour vous présentiel, parce que je sais qu'il y a plusieurs d'entre vous qui habitent loin. C'est ça. Donc, c'est pour ça que des fois, là, je vais demander quelques noms, là, pour savoir le nombre de présents, les gens qui assistent, les gens qui n'assistent pas. Et je ne peux pas faire passer la présence pour quelqu'un qui peut-être a un problème de connexion de la séance a dit, ou pour les gens qui sont présents, ils sont vraiment présents ou là. Alors, j'ai pris une petite photo tout à l'heure des noms des présents. Et malheureusement, là, j'ai pas pu vérifier si tous vous êtes vraiment présents ou là vous êtes connectés. Madame. Oui. Madame, s'il vous plaît, j'étais présente, mais j'ai perdu la connexion à la moitié de la séance. Après COP, donc j'ai perdu la connexion pour une demi-heure, comme ça. Je m'excuse pour de n'avoir pas répondre à votre question. Là, ça, c'est pas un problème, madame. Là, j'avais noté tout à l'heure, je vais enlever. Donc, c'est clair? Madame? Oui? Madame, dans l'exercice de la première question, c'est de déterminer la masse minimale de glace nécessaire pour que l'eau soit à la température de 0 degré Celsius. Donc, lorsqu'on doit calculer cette masse, on doit trouver un intervalle pour déterminer la masse minimale et maximale, ou bien seulement on doit trouver une valeur exacte pour la masse, on la considère comme masse minimale. Ah, vous allez trouver une masse exacte. La masse exacte, ce n'est pas un intervalle de masse. On cherche une masse exacte. Donc, j'ai fait l'application numérique. Je souhaite. Donc là, la masse exacte pour que la température finale soit de 0 degré ici. Ce n'est pas un intervalle. Oui, d'accord, merci madame. D'autres questions? Madame? Oui, mademoiselle. À propos le projet demandé, comment on va enregistrer les exposés? Donc là, je vais vous voir la suite, ce qu'on va faire. Il se peut qu'on va programmer des exposés, donc en ligne comme ça. Je vais voir, je vais pas vous dire, je sais pas. Si je veux pas vous dire, je sais pas pour le moment qu'est-ce qu'on va faire par la suite. Madame. Donc là, j'attends le conseil de fac de demain pour pouvoir dire voilà qu'est-ce que je vais faire par la suite. Je dois vous départager, c'était voilà faire une petite évaluation, vous notez. Ou j'ai pas autre solution que ce que je suis en train de faire là. Madame. Oui. Madame, s'il vous plaît, en ce qui concerne le sujet, je vous ai envoyé un email, mais vous n'avez pas le vu. Hier, j'ai essayé de répondre à tous. Non? Non, je n'ai pas encore reçu la réponse. Madame, j'ai le même problème. Moi aussi, madame, moi aussi. Pour les deux messages d'hier, vous avez envoyé le message hier? Non, ça fait presque 4 jours ou bien 5 jours. Vous pouvez me rappeler votre nom? C'était avant-hier. Alia Ibn Abid. Madame, s'il vous plaît. Oui. Moi aussi, je vous ai envoyé un message avec mon adresse personnelle, mais je n'ai pas reçu une réponse de votre part. Vous m'aviez envoyé le message sur ma boîte institutionnelle, sur mon email institutionnel. Oui. Madame, oui. Moi aussi, je l'ai envoyé dans votre email institutionnel. Et donc, il se peut qu'il ait passé le spam, donc je vais voir. J'ai répondu
à tous hier. J'ai répondu à tous les messages hier. Sinon, on va les réenvoyer encore, madame, si vous voulez, comme ça. D'accord. Donc, c'est bon, là, je vais voir tout à l'heure. Donc, par exemple, j'ai reçu un message le 30 décembre, où je lui ai répondu avant-hier, où j'ai reçu le même message. Donc là, ça ne fait rien de réenvoyer votre message encore une fois. Donc, pour les étudiants qui veulent changer leur sujet, pour quelques-uns, je veux bien que vous ne restez pas coincés sur les notions vues sur la thermodynamique. J'ai demandé l'énergétique, où je vois que la majorité d'entre vous ont resté sur les choses qui sont liées aux machines thermiques. Donc là, vous essayez d'élargir un peu. J'ai quand même quelques sujets dont les intitulés sont bons, ou d'autres, par exemple, lorsque je vais proposer comme... je ne vais pas donner d'exemple pour ne pas mettre les gens en... Donc, et ça, pour le sujet, là, ça mérite quand même de chercher un peu, de proposer autre chose qu'on a l'habitude de... Par exemple, là, je vois personne qui a choisi comme sujet le caloduc, ni l'isolation thermique, ni l'isolation des bâtiments, ni les ponts thermiques, alors que je sais très bien qu'on a des étudiants qui ont, par exemple, licence d'énergie renouvelable, qui viennent des classes prépa, les classes prépa, on étudie déjà les modules énergétiques, thermodynamique et transfert thermique. Donc, je vous propose de voir, donc pour les étudiants qui ont déjà envoyé, donc pour ceux qui restent, donc là, je vais quand même noter chaque intitulé ou vous communiquer ma décision la semaine prochaine. D'accord? Oui. Est-ce qu'on peut vous envoyer 2 ou 3 sujets et vous nous dites lequel est le meilleur? Bien sûr, là, j'ai ce cas d'exemple où une étudiante m'a envoyé 2 sujets. Elle avait fait une recherche bibliographique sur les 2, m'a demandé de lui proposer. Je lui ai envoyé mon choix, je lui ai dit c'est mieux de travailler sur ça que sur ça. D'accord, merci. Donc, Madame, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut faire un trinôme sur ce sujet? un trinôme. Oui. Pour le trinôme, vous m'envoyez le titre que vous avez choisi. Donc, si vous avez choisi les pompes à chaleur, les machines frigorifiques simples, alors je ne vais pas accepter. Donc, si vous avez choisi un sujet quand même de nouveau, un sujet nouveau, donc là, je ne suis pas trop pour. Selon le sujet choisi, là, je peux accepter. Vous m'envoyez, à la fin de la séance, vous m'envoyez donc votre trinôme et votre sujet choisi. Donc, à la semaine prochaine. D'accord? Oui. Madame, pour cet exposé, on peut l'enregistrer sur notre PC parce qu'il y a des logiciels qui font la capture d'écran avec l'enregistrement de la caméra. Est-ce que j'ai pas aimé l'enregistrement? Donc, ce que j'aime pas l'enregistrement, c'est que soit vous utilisez des applications où là, c'est pas légal. Si je savais, je travaille avec d'autres gens, donc on fait un cours, il est temps, là, je ne sais quoi, sans aucun nom, sans rien. Donc les diapos, une autre voix, je ne sais, donc plusieurs. Si vous avez enregistré, d'accord? Donc si vous avez enregistré le cours, s'il vous plaît, le laissez pour vous. Les étudiants qui sont معكم في la promotion, كل واحد كان enregistré, أنا عارفة كاينة l'application qui permet l'enregistrement. Donc il a enregistré وعافاكم يخليو le cours ديالكم ليلكم. Donc c'est pas la peine de le publier. أنا بالنسبة لي, je suis pas satisfaite d'un cours enregistré. Donc lorsque je suis en train d'enregistrer, là je peux parler plus librement
sachant que je ne suis pas en train d'enregistrer que si je suis en train d'enregistrer. Donc, je veux rester sur... Madame, je parle Oui. de l'exposé, je parle pas tout court. Ah, vous parlez du coup. Donc, c'est le problème. Vous êtes en train d'enregistrer? Non. Je parle de travaux, de travail demandé. Est-ce qu'on peut l'enregistrer? On enregistre nous-mêmes en train de faire l'exposé. Parce qu'il y a des logiciels qui nous permettent d'enregistrer, de faire la capture d'écran de notre diaporama et de nous enregistrer nos vidéos. Ça veut dire d'activer la caméra et le micro. Ça veut dire ce sera une composition de nous-mêmes en train de parler et de voir le diaporama. Et de vous envoyer la vidéo au dernier. J'avais cru que vous êtes en train de parler de l'enregistrement de la séance. Non, je parle de travail. Pour l'enregistrement, donc là, une petite parenthèse que je vous ferme. Donc, si vous étiez en train d'enregistrer la séance, que vous la gardez, s'il vous plaît, pour vous. Parce qu'on n'a pas encore tranché sur le fait que voilà, des cours, ils sont des cours là à distance, où ils sont enregistrés, ou je ne sais pas, donc marche. Donc, il vaut mieux garder. Nous, là, que tu enregistres sur le cours, ماشي مشكل, vous le gardez pour vous. D'accord? Donc, là, pour le projet, si vous voulez l'enregistrer ou m'envoyer l'enregistrement, je vais le garder, bien sûr, pour moi. Je ne vais pas le partager. Ou il y aura aucun problème. Ok, madame. Donc, là, je vous ai dit tout à l'heure que la semaine prochaine, la séance prochaine, je vous dirai, c'est ça? Ça n'a pas coupé. Vous m'entendez? Oui, madame. Oui, madame. Oui, madame, oui. Oui, madame. Oui, madame. Donc là, la séance prochaine, je vous dirai si on fera, c'est-à-dire si à chacun de vous doit enregistrer. Donc pour ceux qui auront la possibilité qu'ils le fassent, sinon on fera des exposés en ligne comme ça, à laquelle vous pouvez tous assister. Donc là, j'ai un sujet à proposer aux étudiants qui n'ont pas encore trouvé de sujet. Donc, pour le dernier chapitre, je crois qu'on n'aura pas suffisamment de temps pour faire le dernier chapitre sur le rayonnement. Donc, si deux binômes peuvent travailler ou se partager la tâche pour travailler un cours, c'est-à-dire un cours didacticiel sur le chapitre, le rayonnement, auquel tous les étudiants de la promotion doivent assister, comme un projet. D'accord? D'accord? D'accord, madame. Madame. Donc là, je vais vous donner Donc, il nous reste un chapitre de série TD. On verra comment est-ce qu'on va faire par la suite. Donc, bon après-midi. Madame, s'il vous plaît. Oui. Pour la remise de devoirs, est-ce que vous pouvez nous accorder jusqu'à mardi? Mardi matin. Oui. Que je puisse voir ce que vous avez fait. J'ai autre chose à faire que cette partie du module. Donc, mardi matin, s'il vous plaît, vous me... Merci. Du copier-coller, s'il vous plaît, que chacun travaille pour soi. D'accord, merci, madame.